La prison d'Alcatraz est l'une des prisons les plus sûres des États-Unis. Lorsqu'un homme rentrait à Alcatraz, il n'en sortait plus jamais. Et les détenus vivent dans des conditions plus difficiles que dans n'importe quel autre établissement pénitentiaire. Il était tout simplement impossible de s'évader d'Alcatraz. Et des 36 hommes qui ont tenté l'évasion, tous ont été capturés avant même qu'ils puissent mettre un pas hors de la prison. Tous, sauf 3 hommes. Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter l'incroyable histoire de l'évasion d'Alcatraz. C'est une histoire beaucoup trop cool et ce que j'adore c'est que c'est aussi un mystère toujours non résolu. Donc j'ai trop hâte de vous raconter tout ça. C'est parti tout de suite. La prison d'Alcatraz se trouve sur une île dans la baie de San Francisco aux États-Unis à 1,9 km de la côte. Et ce nom vient de l'espagnol Alcatraces qui signifie pélican et en fait c'est des navigateurs espagnols qui lui avaient donné ce nom par rapport à la forte population de pélicans sur l'île. Mais ce qui nous intéresse c'est la prison qui a été construite sur cette île. En 1934, la forteresse qui se trouve sur l'île d'Alcatraz va être reconvertie en prison et ça va être une prison à sécurité maximale, donc une des prisons les plus sûres des États-Unis. La prison d'Alcatraz arrive dans un contexte particulièrement difficile aux États-Unis puisqu'en fait, suite à la crise des années 30, à la prohibition, eh bien la criminalité est tout simplement en train d'exploser avec des activités liées à des gangsters, des braquages de banques, enfin voilà, c'est vraiment un contexte très problématique. La criminalité devient un réel problème et donc la prison d'Alcatraz est là pour un petit peu essayer de rétablir un petit peu l'ordre. Cette prison servait un petit peu comme dernier recours en fait, puisque lorsqu'il y avait des prisonniers qui se tenaient pas bien dans d'autres prisons, qui essayaient de s'évader ou qui étaient intenables, eh bien on les envoyait à Alcatraz en disant au moins là-bas ils pourront plus causer de problème à personne. C'est pour ça qu'à Alcatraz on y retrouve la crème de la crème en termes de criminels, comme notamment Al Capone ou bien Machine Gun Kelly. Non, je parle pas de celui-ci, mais de celui-là. D'ailleurs, petite parenthèse sur Al Capone, en faisant des recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur ses mugshots. Regardez-moi ce sourire. Franchement, j'étais trop choquée. Le gars sourit sur toutes ses mugshots. C'est trop bizarre. On dirait même pas qu'il est en train d'aller en prison. Bref, j'ai trouvé ça trop intriguant et maintenant j'ai trop envie de faire une vidéo sur lui. Mais voilà, on peut fermer cette petite parenthèse. Le fait est que lorsque ces détenus étaient envoyés à Alcatraz, ils allaient vraiment vivre dans des conditions terribles. Vraiment, c'était le cauchemar pour n'importe quel détenu aux États-Unis, c'était de se retrouver transféré à Alcatraz. Et en fait, c'est cette réputation qui lui a valu le surnom de The Rock, donc le rocher, pour dire que c'était vraiment la prison inviolable, le rocher au milieu de la mer. Mais c'est pas pour autant que certains n'ont pas essayé de s'évader. En effet, il y a eu 36 tentatives d'évasion à Alcatraz et de ces 36 hommes, 15 ont été rattrapés, 8 se sont rendus aux gardes, 7 ont été abattus et 6 se sont noyés. Donc Alcatraz était vraiment à la hauteur de sa réputation. Mais vous l'aurez compris, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que 3 hommes ont réussi à s'évader de la prison d'Alcatraz avec un plan tellement génial, tellement bien élaboré. Vraiment, cette histoire est trop bien. Et en plus, vous allez voir qu'il y a énormément de mystères qui planent au-dessus de cette affaire. C'est une affaire pas résolue, donc je vais vous demander pour cette fois de vraiment attendre jusqu'à la fin et répondre dans le sondage. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous le savez peut-être pas, mais à la fin de chaque vidéo, je vous pose une question auquel vous pouvez répondre à travers un petit sondage dans l'onglet communauté. Et pour cette affaire, j'ai particulièrement envie d'avoir votre avis et savoir ce que vous allez en penser. Laissez-moi vous présenter les hommes dont on va parler aujourd'hui. Donc déjà, on a les frères Anglin. Voici Clarence Anglin, né le 11 mai 1931, et son frère John Anglin, né le 2 mai 1930. Les 2 frères grandissent en Géorgie et travaillent comme ouvriers agriculteurs pendant la plus grande partie de leur vie, mais à un moment donné, ils vont se retrouver un petit peu impliqués dans des activités criminelles. Leur truc, c'est les braquages de banques et donc ils vont être envoyés en prison. Clarence et John sont arrêtés en 1956. Ils sont condamnés à entre 15 et 20 ans de prison et vont aller au pénitencier fédéral d'Atlanta.
C'est d'ailleurs dans cette prison à Atlanta qu'ils vont faire la rencontre de Frank Morris et Alan West, deux personnes très importantes pour la suite de notre histoire, même si à cette époque ils étaient loin d'imaginer que leur destin allait se recroiser à Alcatraz. Les deux frères sont ingérables à Atlanta, ils ne font que d'essayer de s'évader, ils causent beaucoup d'ennuis aux gardes. Et c'est pour ça qu'on va décider de les envoyer à Alcatraz. Puis nous avons Alan West, donc c'est un des hommes sur lequel nous savons moins de choses, mais on sait qu'il a été envoyé à Atlanta pour le vol d'une voiture. Il a lui aussi essayé de s'évader d'Atlanta et c'est pour ça qu'il va être envoyé à Alcatraz en 1957. Et enfin, Frank Morris, né le 1er septembre 1926 à Washington DC. Frank a une vie très difficile, il est orphelin, voilà, il a vraiment une enfance pas drôle du tout. Il passe son temps à être envoyé d'une famille d'accueil à une autre. C'est d'ailleurs souvent lui qui s'échappe de ses familles d'accueil, donc en fait il est constamment replacé. Et il va commencer à prendre part dans des activités criminelles très jeune. À 14 ans, il est déjà connu par les autorités et il commence déjà voilà, à prendre une très mauvaise route. Ces délits vont de possession de stupéfiants à vol à main armée, donc voilà, il est vraiment un petit peu sur tous les fronts, il fait un petit peu tout, Frank, mais voilà, il va connaître un destin assez similaire à celui des frères Anglin et à Alan West, puisqu'il va aller à Atlanta, essayer de s'évader et être placé à Alcatraz. Donc quand les hommes se retrouvent à Alcatraz, ils se connaissent déjà, ils se font confiance et c'est Frank Morris qui va commencer à avoir cette idée d'une potentielle évasion, puisqu'il faut savoir qu'à ce stade, ils ont tous la trentaine, donc c'est des hommes jeunes et ils ont des peines longues à purger, donc ils ont quand même envie de s'en aller rapidement, de regagner leur liberté et ils vont tous être d'accord pour mettre au point un plan pour s'évader. Il faut aussi savoir que Frank Morris était un homme extrêmement intelligent avec un QI de 133, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne, donc c'est pour ça qu'on pense que c'était lui le cerveau de la bande. Donc les quatre hommes vont commencer à mettre au point leur plan et le seul moyen de parler un petit peu, c'est durant les repas à la cantine, c'est le seul moment où ils peuvent discuter un petit peu. Et ils vont commencer à observer la prison à l'affût de la moindre faille en fait. Ils ont besoin de trouver une faille dans cette prison. Et ils vont trouver la faille. Ils vont se rendre compte que dans un bloc de la prison, il y a des grilles d'aération dans les cellules qui ne sont pas bétonnées tout autour, ce qui les rend plus fragiles. Et l'air de rien, elles vont faire une demande pour être transférées dans ce bloc, dans une de ces cellules. Alors bien évidemment, ils ne vont pas dire que c'est parce qu'ils ont repéré une grille d'aération un peu fragile, mais ils vont tout simplement faire cette demande qui va être acceptée. Donc ils vont tous être transférés. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils vont même réussir à être voisins de cellules. Donc maintenant, on a les frères Anglin qui sont voisins de cellules et Frank et Alan qui sont eux aussi voisins, donc ils forment comme ça deux petits binômes. Ils commencent alors à établir une liste des outils dont ils ont besoin, et en décembre 1961, les préparatifs vont commencer. Ils vont réussir à se procurer des lames de scie et des cuillères qu'ils volent à la cantine. Pendant 6 mois, les 4 hommes creusent le contour de la grille de ventilation près du sol au fond de leur cellule en s'entraidant. L'un creuse pendant que l'autre monte la garde pour prévenir des rondes régulières des gardiens. Les morceaux de mur retirés étaient conservés dans leurs pantalons, puis disséminés lors des promenades. Et pour couvrir la grille abîmée, ils ont peint des cartons en trompe-l'œil pour les placer sur le mur, donnant l'illusion aux gardiens que la grille était toujours intacte. Mais vous allez me dire, cela devait sûrement faire du bruit, alors comment ont-ils fait pour ne pas être remarqués par les gardes ? Eh bien, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, dans cette prison, malgré le fait que ce soit une prison très stricte, les détenus avaient quand même le droit de jouer leur instrument de musique à un moment donné de la journée. Donc il y avait des heures spécifiques durant lesquelles les détenus pouvaient jouer de la musique. Et c'est un des frères Anglin qui jouait de l'accordéon le plus fort possible pour éviter que les gardes entendent le bruit des travaux qu'ils étaient en train de mener. Mais les détenus savent qu'ils doivent voir un petit peu plus loin que ça, puisque le but n'est pas de sortir de leur cellule, mais c'est d'atteindre carrément San Francisco, donc de traverser la mer. Et ils savent aussi qu'ils doivent gagner du temps, puisque les gardes vont se rendre très vite compte qu'ils ont quitté leur cellule, puisque les détenus étaient comptés plusieurs fois par jour. Ils savaient très bien que dès l'instant où les gardes auraient compté les détenus, ils auraient remarqué que les hommes n'étaient pas dans leur cellule et ils se seraient fait attraper très vite. Il fallait donc trouver un moyen pour que justement la cellule n'ait pas l'air vide. Les détenus vont fabriquer des fausses têtes
à mettre dans leur lit pour donner l'illusion qu'ils étaient en train de dormir dans leur lit. Et en fait, ils vont fabriquer ces fausses têtes avec du papier toilette, du savon. Ils vont même les peindre et c'est incroyable puisqu'elles sont tellement réalistes. Et la petite touche, c'est justement des vrais cheveux humains. En fait, Clarence Anglin travaillait en tant que barbier dans la prison, puisqu'il faut savoir que les détenus travaillaient dans la prison, ils avaient tous des boulots. Et il avait pris des cheveux d'hommes qu'ils avaient donc collés sur la tête de ces fausses têtes, ce qui leur donne un aspect ultra réaliste. Et où est-ce que vous pensez qu'ils ont fait ces fausses têtes? Où est-ce qu'ils les ont fabriquées? Dans leurs cellules? Eh bien non, ils les ont fait dans leur atelier. Oui, ils avaient un atelier. Alan West, lui, s'occupe de l'entretien du bâtiment. Donc en fait, comme je vous disais, les détenus ont des boulots au sein même de la prison et lui, son truc, c'est d'entretenir le bâtiment, de faire les travaux là où il faut, etc. Et un jour, il fait une découverte incroyable. Une salle abandonnée à l'étage. Et il se dit que cette salle pourrait leur servir, elle pourrait quand même être vachement pratique. Seul petit problème, elle n'a pas réellement de mur, elle n'est pas fermée, elle est juste, il y a juste des grilles en fait, du grillage. Donc les gardiens verraient tout de suite ce que les détenus sont en train de faire dans la salle, il n'y avait pas vraiment d'intimité dans cette salle. Donc sous prétexte qu'il est en train de refaire la peinture et de balayer cette salle et de l'entretenir, il fait tomber plein de poussière au rez-de-chaussée. Et donc voilà, toute cette poussière qui tombe au rez-de-chaussée, les gardiens se plaignent, ils lui disent de faire attention. Et Alan va tout simplement proposer une solution de accrocher des draps à ces grilles justement pour éviter que la poussière ne tombe au rez-de-chaussée. Alors vous aurez compris le truc, cela était 100% intentionnel de la part de Alan, ça faisait carrément partie du plan, puisqu'en fait en mettant des draps le long de ces murs de grille, ils s'étaient complètement isolés, avaient créé voilà un petit espace privé qu'ils vont utiliser comme atelier. Cet espace va leur servir pour fabriquer toutes les choses dont ils ont eu besoin pour leur évasion, c'est incroyable. Et vous allez voir qu'ils en ont fabriqué des choses, hein. Là les fausses têtes en papier mâché, ça c'est que le début, hein. C'est rien par rapport à ce qui va suivre. Ce qui nous amène à la nuit de l'évasion, le 11 juin 1962. Les gardes ont compté les détenus toute la nuit, plusieurs fois durant la nuit, et personne ne s'est rendu compte que les hommes n'étaient plus dans leur cellule. Ce n'est que le matin, lorsque les gardes essayent de réveiller les détenus, qu'ils tapent sur la tête de l'un d'entre eux et la tête tombe par terre. Donc je pense qu'à ce moment-là, le gardien a dû avoir une espèce de mini-crise cardiaque. Non, il n'avait pas décapité un détenu, c'était la tête en papier mâché qui était tombée par terre. Et c'est là qu'ils réalisent ce qui venait de se passer. Puisqu'ils vont aussi voir le gros trou dans le mur et ils vont comprendre que les détenus s'étaient évadés. En fait, il faut savoir que pendant plusieurs mois, les détenus avaient travaillé comme ça pour retirer cette grille d'aération qui, il faut quand même dire, faisait 13 x 24 cm. C'est-à-dire que c'est minuscule. Un être humain n'aurait pas pu se glisser dans un trou aussi minuscule. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué une petite perceuse à l'aide d'un moteur d'aspirateur. Donc en fait, ils ont retiré la grille, ils ont réussi à enlever la grille, et après ils ont commencé à faire plein de trous avec cette perceuse tout autour du mur pour le fragiliser au maximum, pour que le jour J, ils donnent tous un gros coup au mur qui se casserait et ils pourraient ensuite agrandir le trou et sortir. Ce coup qui aurait brisé le mur, il aurait dû être fait vraiment le jour J, puisqu'il n'aurait pas pu cacher un aussi gros trou. La grille, ça, c'était, on pouvait cacher la grille, mais le trou, c'était vraiment le dernier truc à faire juste avant de partir. On casse le mur et on se casse. Vous allez voir que ces hommes avaient réellement pensé à tout, mais une chose ne s'est pas passée comme prévu, puisque cette nuit-là, Alan West n'a pas réussi à casser le mur et à partir avec les trois autres. Donc en fait, Alan West est le seul qui a dû renoncer à l'évasion et qui est resté bloqué dans sa cellule. C'est tellement triste. Sincèrement, c'est triste. Ça faisait des mois qu'il participait à tout ce plan, toute cette évasion, et le pauvre, il n'a pas réussi à passer. C'est d'ailleurs grâce à lui que nous savons tellement de choses concernant cette évasion, puisqu'il a collaboré avec la police. C'était la seule chose qu'il pouvait faire en fait, pour espérer avoir une petite remise de peine, parce que là, ça s'annonçait pas très bien pour lui. Donc voilà, il a quand même tout raconté, tout dévoilé, donc c'est grâce à Alan West que nous avons toutes ces informations. Mais Frank et les frères Anglin avaient réussi à s'échapper.
Et en fait, en sortant de leur cellule par cette grille d'aération, ils avaient atteint un couloir par lequel ils ont pu ensuite grimper, ouvrir une autre grille d'aération qui les a menés au toit de la prison. Et après, à partir du toit, ils sont redescendus et ça y est, ils étaient sur la côte, ils étaient sur l'île et il ne leur restait plus que traverser la mer pour atteindre l'autre côte. Et, accrochez-vous bien, ils avaient construit, toujours dans leur atelier, un radeau de 2 mètres par 4 mètres, c'est énorme, à l'aide de colle et de 50 imperméables. En fait, dans la prison, les détenus avaient des imperméables, donc ils en ont volé ou ils se sont procurés 50 imperméables pour construire ce radeau, qu'ils ont gonflé à l'aide d'une pompe à air fabriquée avec un accordéon. Ils avaient aussi construit des pagaies en bois et des gilets de sauvetage, toujours avec des imperméables. Donc ils étaient vraiment ultra préparés, hein. C'était vraiment, ils allaient juste faire une petite traversée, c'était nickel. Tout s'était passé à merveille et lorsque les gardes font la découverte des cellules vides le matin, il est déjà trop tard. Mais il faut dire que les autorités étaient très confiants qu'ils allaient retrouver les hommes très vite, soit noyés, morts à cause d'hypothermie, enfin pour eux il n'y avait aucun doute que les hommes n'avaient pas survécu à cette traversée. Et pourtant, les frères Anglin et Frank Morris n'ont jamais été trouvés. Ils ont disparu pour toujours. Et la grande question aujourd'hui, c'est ont-ils survécu et ont-ils réussi leur évasion? Alors maintenant, on va justement parler de ces deux possibilités, qu'ils soient morts ou qu'ils aient survécu, et on va un petit peu voir les éléments qui prouvent ces deux théories. Une énorme chasse à l'homme va alors commencer et comme je vous disais, Alan West a aidé la police et leur a fourni toutes sortes d'informations très importantes, comme le fait que les hommes n'avaient pas l'intention d'aller à San Francisco, mais à Angel Island, une île qui en réalité est à l'opposé de San Francisco, puisqu'en fait, ils trouvaient que San Francisco c'était justement trop évident et ne voulaient pas aller directement à San Francisco, ils voulaient d'abord passer par Angel Island. Alan West va aussi dire que c'était lui le chef de bande, que c'était lui qui avait tout orchestré, mais il faut dire que ça c'est vraiment un point qui est encore un petit peu flou, puisque beaucoup pensent que c'était Frank Morris dû à son intelligence hors norme, mais voilà, on ne sait pas encore avec certitude qui était le cerveau de la bande. On va déployer tous les moyens possibles et imaginables pour ces recherches. Les autorités veulent à tout prix attraper les 3 hommes. Et finalement, le lendemain de l'évasion, on va trouver quelques objets flottant dans la mer pas loin de Angel Island. Notamment une pagaie en bois et un sac étanche fait à partir d'imperméables, bien sûr, avec des objets personnels des détenus, donc des photos de famille des frères Anglin, donc les frères Anglin avec, sur des photos avec des membres de leur famille, des numéros de téléphone, voilà, des choses très personnelles. Et quelques jours plus tard, on va trouver en mer un des gilets de sauvetage des détenus. Donc voilà, toutes ces petites trouvailles font quand même penser à une noyade. D'autres éléments appuient la théorie selon laquelle les évadés auraient perdu la vie en mer. Il faut rappeler que la traversée aurait été extrêmement difficile à cause de la température glaciale de l'eau et des courants très forts, sur un radeau qui en plus n'avait jamais été testé auparavant. Mais aussi, suite à l'évasion, les familles des détenus disent n'avoir eu aucun contact avec aucun des hommes. Cela signifie que les évadés auraient dû survivre sans argent, ni nourriture, ni même de vêtements secs, ce qui rend l'hypothermie quasiment inévitable. Et enfin, il n'y a eu aucun signe d'activité criminelle suite à leur évasion, ce qui est assez improbable étant donné que ces hommes étaient des délinquants qui n'auraient pas hésité à voler une voiture ou de l'argent pour survivre. Mais rien de tout ça, 3 hommes s'évadent et la situation aux alentours d'Alcatraz n'a jamais été aussi calme. Ce sont tous ces petits éléments bout à bout qui ont permis aux autorités d'affirmer que cette nuit-là, les 3 hommes avaient tout simplement perdu la vie en mer. Mais vous allez voir que ce n'est peut-être pas si simple que ça, puisque aucun corps n'a jamais été trouvé, donc comment peut-on affirmer qu'il s'agit d'une noyade? Et très récemment, plus de 50 ans plus tard, on va décider de réouvrir l'enquête et de reprendre tout à zéro pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, et on va faire des découvertes qui n'ont aucun sens. Comme je vous disais, les autorités n'ont jamais retrouvé le radeau des détenus. Eh bien c'est faux en fait. Ils ont trouvé le radeau. Ils ont trouvé le radeau puisque dans le rapport du lendemain de l'évasion, donc le rapport du 12 juin 1962, on lit noir sur blanc la phrase suivante. Raft believed to be the escapees located on Angel Island. Le radeau qui a probablement servi aux évadés a été localisé à Angel Island.
Et c'est pas fini. Dans un autre rapport qui date toujours du 12 juin 1962, on lit qu'il y avait même des traces de pas qui partaient du radeau. Et l'activité criminelle, souvenez-vous, il n'y avait eu aucune signalation d'activité criminelle suite à l'évasion des détenus. Eh bien ça aussi c'est faux, puisqu'en fait, le lendemain de leur évasion, une voiture a été volée à Angel Island à 11h30 du matin. Alors comment est-ce possible que des détails aussi importants soient délaissés durant toutes ces années? Eh bien, si vous voulez savoir ce que je pense, et ce n'est que mon opinion, je pense que ça a dû être un coup tellement dur pour les autorités, voilà, que des personnes puissent s'évader d'Alcatraz, qu'ils ont préféré vraiment partir sur la version de la noyade pour ne pas déclencher une panique générale chez la population en disant qu'ils avaient trouvé un radeau avec des pas qui partaient du radeau. Cela aurait fait très peur, je pense, aux citoyens qui habitaient à Angel Island et à San Francisco. Et du coup, je pense que c'était vraiment juste pour éviter un petit peu une panique générale. Mais voilà, c'est juste mon opinion. Mais il y a aussi un truc que je vous ai pas encore dit. Et accrochez-vous parce que cette partie de l'histoire, c'est du gros n'importe quoi. Alors, 7 mois après l'évasion, un cargo va repérer en mer le corps d'un homme mort, voilà, qui flotte en mer. Et la description de cet homme correspond à celle d'un détenu d'Alcatraz. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on ne va pas repêcher ce corps en mer, en fait. On va le laisser comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune idée, ça n'a aucun sens, mais on va laisser le corps comme ça à la dérive. Et ce n'est qu'un mois plus tard, lorsque ce corps, ou plutôt ce qui reste, ses ossements, du coup, font dérive sur une île, qu'on va les prendre pour les enterrer. Et on a vraiment fait le lien entre le corps qui était perçu par le cargo et ses ossements. Apparemment, on a étudié les courants de la mer, on a pu déterminer qu'il s'agissait bien de la même personne. Dans les années 2000, on va se rappeler de cette histoire et on va se dire qu'il est peut-être temps de faire un test ADN sur ces ossements, puisque à l'époque, cette technologie n'était pas disponible, mais aujourd'hui, on peut faire un test ADN pour éventuellement confirmer qu'il s'agit de Frank Morris, puisqu'en fait, les experts vont déterminer que ce corps aurait fait 1m75, qui était la taille exacte de Frank Morris. Mais les tests ADN vont montrer que ce corps n'était pas celui de Frank Morris, donc cette piste a complètement été écartée. Le corps qui a été perçu en mer n'était pas celui de Frank Morris. Mais j'ai vraiment un problème avec cette histoire, puisque je ne comprends même pas comment on peut être sûr que les ossements qu'on a repêchés un mois plus tard étaient les mêmes que le corps qui a été vu par le cargo. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Bref, je sais que c'était un petit peu flou, j'espère que j'ai été assez claire, mais je trouvais que c'était quand même important de vous raconter ce petit détail, puisqu'une autre théorie nous dit que seuls les frères Anglin auraient survécu. Puisqu'en fait, ce sont les frères Anglin qui, soi-disant, auraient été vus, aperçus suite à leur évasion. Déjà, des membres de la famille des Anglin vont dire qu'ils ont reçu des lettres assez étranges qui souvent étaient signés Jerry ou bien Jerry et Joe, et ils n'avaient aucune idée qui envoyait ces lettres. La mère des frères Anglin dit avoir reçu une carte postale en 1962, l'année de leur évasion, avec écrit « Joyeux Noël, maman », signé John. Et ce qui est encore plus fou, c'est que la mère des frères Anglin dit avoir reçu à chaque fête des mères, à partir de 1962, des fleurs de façon anonyme. Quelqu'un lui a envoyé des fleurs tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort en 1973, où des membres de la famille ont remarqué deux femmes habillées très bizarrement, avec voilà, surchargées de maquillage, aux funérailles de la mère des Anglin. Voilà, il y avait ces deux femmes assez bizarres que personne n'a vraiment reconnues. On pense bien évidemment que c'était les frères Anglin déguisés en femmes. Et plus récemment, il y a cette photo qui a surgi de nulle part où apparemment on apercevrait les frères Anglin, donc John et Clarence Anglin, au Brésil. Donc d'où sort cette photo? Eh bien en fait c'est un ami à eux qui s'appelle Fred Brizzi qui les aurait croisés par hasard au Brésil et il les aurait reconnus. Et en 1992, Fred est atteint de cancer, il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps et donc il décide de partager cette photo avec la famille Anglin pour enfin leur montrer qu'il sait que les frères vont bien et qu'ils ont refait leur vie au Brésil et qu'ils habitent dans un grand ranch magnifique. Et le dernier élément, c'est une lettre qui est arrivée au FBI en 2013 qui aurait soi-disant été écrite par un des frères Anglin et voici ce que dit cette lettre. Je m'appelle John Anglin. Je me suis évadé d'Alcatraz en juin 1962 avec mon frère Clarence et Frank Morris.
J'ai 83 ans et je vais pas bien. J'ai un cancer. Oui, nous avons tous réussi cette nuit-là, mais à peine. Franck est décédé en octobre 2005. Sa tombe est à Alexandrie, sous un autre nom. Mon frère est décédé en 2011. Si vous annoncez à la télévision qu'on me promet d'aller en prison pendant maximum 1 an et de recevoir des soins médicaux, je vous écrirai pour vous faire savoir exactement où je suis. Ce n'est pas une blague, je suis honnête et c'est la vérité. Donc voilà, sur cette lettre, on peut lire que John serait en train d'essayer de faire un deal avec la police pour recevoir des soins médicaux en prison, puisqu'il serait vieux et malade. Mais il faut dire que des tests ADN ont été faits, bien évidemment, sur cette lettre, et qu'on n'a pas pu déterminer si c'était vraiment John Anglin ou pas, donc on n'a aucune preuve. Les amis, j'ai trop envie de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous pensez qu'ils se sont effectivement noyés, que personne n'a réussi une évasion d'Alcatraz avant et qu'ils ont juste fini par avoir le même sort que tous les autres, que la traversée était beaucoup trop difficile, ou est-ce que vous pensez qu'ils ont survécu? Je suis trop curieuse. En tout cas, cette histoire a eu un coup très très dur pour la prison d'Alcatraz qu'il va fermer ses portes juste 1 an plus tard. Le coup était beaucoup trop dur, beaucoup trop humiliant. Donc voilà, la prison a été fermée en 1963 et aujourd'hui vous pouvez la visiter, c'est un spot touristique. Ce qui est trop cool, c'est que les cellules des évadés sont restées quasi intactes, donc vous pouvez revoir les têtes en papier mâché, voilà tous ces éléments. Ça doit être super intéressant de visiter tout ça. Vous pouvez aussi retrouver cette histoire dans le film L'évadé d'Alcatraz où Clint Eastwood joue le rôle de Frank Morris. J'ai trop envie de voir ce film. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était super long, super intense, mais j'ai trouvé que l'histoire était dingue. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao!